Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Cette vidéo montre en trop courts extraits nos 3 belles semaines en Provence au printemps 2023. On n'évite pas les classiques comme la Croix de Provence sur la montagne Sainte-Victoire. Nous nous rafraîchissons dans les gorges de Régalon enfin ouvertes. Les dentelles de Montmirail sont aussi sur notre liste de choses à revoir. Il nous faut toujours au moins un jour de route pour rejoindre la Provence à partir du Tyrol. Nous choisissons cette fois-ci de passer par les Grisons. Ce canton du sud de la Suisse est très montagneux. Autour de Sankt Moritz et peu avant la frontière italienne, on passe des grands lacs aux eaux très fraîches toute l'année. On ne s'arrête pas à Sankt Moritz, le site est cher, très touristique et constamment vanté. À la fin de l'hiver, on répare les protections contre les avalanches. Le matériel est acheminé par hélicoptère. Nous passons désormais au bord du dernier lac avant le col, c'est le lac de Sils. Nous sommes fin avril et on voit que ce haut vallon émerge à peine de l'hiver. Les montagnes culminant autour de 3000 mètres sont toutes encore fortement enneigées. La végétation autour du lac hiberne encore, il y a ici encore des nuits glaciales à cette époque de l'année. Cette route n'est pas la plus rapide, mais elle offre des belles vues et on évite des bouchons dans la plaine du Pô. Le lac borde presque directement au col de la Maloire. On y arrive donc presque à plat. Un belvédère permet d'admirer la vue plongeante vers l'est et vers l'Italie. La route dévale ici en une multitude de lacets. Nous y voilà. Notre trafic est lourd et le frein moteur n'est pas très performant. Pour ne pas trop faire chauffer les freins et les user prématurément, il faut rester en seconde ou même en première vitesse. Cela énerve les autres mobilistes qui ne se soucient pas du prix de changement de disque de frein sur un camion. Mais nous les ignorons et on ne peut de toute manière pas doubler ici. Très honnêtement, André n'aime pas ces descentes pentues. Le moteur hurle et cela représente une colossale perte d'énergie qui part uniquement en chaleur. Même un véhicule électrique avec récupération ne saura pas tirer entièrement profit de cette énergie. Il y a cependant aussi un avantage à descendre du col à plus de 1800 mètres jusqu'à Chiavenna et puis le lac de Comme autour de 200 mètres d'altitude, la température monte d'un seul coup de 20 degrés. Les Porsche qui montent ici ne se soucient pas du prix ni du changement climatique. Plus bas, la pente s'assagit, mais cela continue à descendre de manière bien conséquente. Le col ne marque pas la frontière entre la Suisse et l'Italie.
Nous sommes ici toujours sur le territoire helvétique. Une arche naturelle réduit un court instant la chaussée. Quelques minutes plus tard, nous sommes déjà en Italie, le changement de style de maison est immédiat. La cascade se trouve dans le village de Borgonolo. Nous nous engageons sur la voie rapide à l'est du lac de Comme, on en sort juste avant la ville de Lecco pour une pause au bord du Grand Lac. C'est aussi pour nous encourager, car nous continuons ensuite à traverser la plaine du Pô sur autoroute jusqu'à la région de Cuneo. On a choisi un camping en plein dans les vignes de Barolo. C'est une appellation viticole renommée du Piémont. Le camping Soleil-Languet n'est pas génial, on nous donne des places bancales au prix cher, mais on en peut partir directement dans les vignes en fleurs au printemps. Entre les vignes poussent des multitudes d'orchidées. Le lendemain, le 29 avril 2023, nous franchissons enfin la frontière française. Nous déposons la mère d'André comme prévu à sa location à Antibes et nous nous engageons sur la corniche de l'Estérel. On passe souvent ici et on arrive enfin à prendre le temps pour la pointe de l'Esquillon. On y déballe une tarte tropézienne achetée à Mougins. Que c'est bon! La pointe de l'Esquillon se trouve à l'est du massif de l'Estérel, on voit donc vers les montagnes escarpées dans la partie centrale. Sur le cap se trouve la Villa Le Trident. C'est un édifice moderniste construit en 1925, par l'architecte américain Barry Dierks pour ses propres besoins. Le cap est très tranquille et le parc sommital ne semble pas souvent visité. Nous arrivons tard le soir dans la forêt de Palaison, où nous passons une nuit bien calme. Le Var n'est pas trop connu pour ses cascades, pourtant il y en a plusieurs comme par exemple celle de Cotignac ou à Villecroze. La Nartubie, dans l'arrière-pays près de Draguignan en a même plusieurs sur son parcours comme dans le centre-ville de Trans en Provence. Un peu plus en aval, en rase campagne entre les vignes, se trouve le Saut du Caplan. Le mot provençal caplan désigne de façon péjorative un prêtre. Le caplan du lieu aurait été un curé coureur de jupons. La montagne Sainte-Victoire est un repère géographique, historique, artistique mais aussi personnel pour nous. Il fait très beau ce 1er mai 2023. Il y aura foule sur la montagne, c'est pourquoi nous partons tôt et on accède par Vauvenargues et donc le versant nord. On choisit la montée inhabituelle par le chemin des Venturiers. C'est pénible, mais au moins très rapide. Aussi peut-on profiter d'un peu d'ombre. On a constamment la Croix de Provence et le prieuré en vue. Ce tour est décrit sur notre site provenceguide.net, le lien direct est donné en description. On voit dans le versant sud aux falaises verticales par une brèche élargie par les moines en 1663 pour avoir un peu plus de soleil. La descente par le Delubre est imprévue, très solitaire et difficile. Le 3 mai 2023, nous entreprenons une randonnée à la chapelle Sainte-Réparade avec montée à la tour de la Quillot, puis descente plus sauvage par le village ruiné vers le canal EDF. La chapelle est aussi accessible en voiture et elle offre un beau panorama par-dessus des oliviers et vers l'est où l'on voit aussi la montagne Sainte-Victoire gravie quelques jours plus tôt. Sur le sommet de la colline se trouve la ruine restante du château du Puy. Le terrain est parsemé de pierres qui proviennent du château. Au printemps, ces ruines sont couvertes des fleurs roses foncées de la 130. On cherche toujours une descente différente à la montée et il faut ici un bon sens de l'orientation. Ce tour est aussi décrit sur notre site provenceguide.net. Nous logeons quelques jours au camping de Malmort, les places sont bien larges et bien délimitées. Les couchers de soleil sont mémorables dans la plaine. Après multiples essais échoués pour cause de fermeture, nous arrivons le 4 mai 2023 à randonner dans les gorges de Régalon. L'entrée est directe après la plaine plantée d'oliviers. On est tout de suite dans un environnement sombre et frais. Les premières sections resserrées impressionnent, mais d'autres encore plus étroites suivront. Il faut monter à plusieurs reprises sur des marches rocheuses. Celle-ci est couverte de concrétions calcaires. Les obstacles sont très divers de type, de taille et de difficulté. Le gros rocher est coincé à une bonne hauteur, on passe aisément au-dessous.
Le chemin est ici assez large. La suite est un canyon plus étroit creusé dans des gorges plus larges qui laissent entrer plus de lumière. Nous sommes partis vers 10 h et pourtant nous ne voyons presque personne dans les gorges, c'est une vraie chance. On passe aussi des zones avec des éboulis très récents. Nous entrons dans un tunnel naturel qui semble d'abord très sombre, mais on en arrive vite au bout. La sortie nord est en avançant tout droit sans prendre la montée en sens inverse. On voit cependant du cul-de-sac vers la partie suivante qui forme le cœur de ces gorges. Nous sommes ici dans la partie la plus resserrée. À certains endroits, 2 personnes ne peuvent pas se mettre côte à côte. Des pierres qui ne semblent pas plus grosses que des ballons de foot sont coincées à diverses hauteurs entre les parois qui restent resserrées jusqu'en haut. L'étroitesse rend l'endroit aussi très sombre. La GoPro ne produit pas de vidéo potable, uniquement l'iPhone s'en sort à peu près. Le chemin redevient ensuite plus escarpé. Dans certains de ces passages étroits et obliques, il faut aussi grimper. Mais tout cela reste facile, il n'y a pas de parties exposées au vide. Plus haut, les gorges s'arrêtent presque aussi subitement qu'elles avaient commencé en aval. Nous sortons vers l'ouest et vers la ferme rénovée des Majorques. On y tourne à gauche pour reprendre un chemin balisé. On passe ici dans la crête pour descendre vers Kroupata. Là, on prend à gauche sur un chemin de chasseurs pour rejoindre la clue de la Libaude. Il ne nous reste ensuite que de retourner au point de départ. L'abbaye de Montmajour est une fondation bénédictine. Voilà peut-être son défaut principal qui fait que nous ne la visitons qu'en 2023. On était aux 3 sœurs cisterciennes provençales Sylvacanes, Sénanque et le Toronnet bien plus souvent et bien plus tôt. Uniquement la crypte rend un peu la même atmosphère que les 3 grandes sœurs. La fondation en 948 est antérieure aux grandes sœurs de près de 200 ans. L'abbaye est construite sur un rocher émergeant des anciens marécages à l'est d'Arles. Côté sud se trouve la chapelle semi-troglodytique Saint-Pierre. C'est aussi un ancien ermitage. La tour Ponce de l'Orme est construite à l'initiative de l'abbé cardinal à partir de l'époque des grands troubles en Provence. Il s'agit d'un véritable château fort abbatial, dit donjon de l'abbé, achevé en 1370. D'autres visiteurs ont laissé des traces plus durables. À l'est se trouve la chapelle Sainte-Croix. Elle a été construite exprès à l'extérieur de l'enceinte au XIIe siècle pour tenir les visiteurs à l'écart de la quiétude du monastère. Elle est aujourd'hui privée et ne se visite pas. Des tentatives répétées de la racheter pour l'État ont échoué. De la tour, on voit verticalement sur le cimetière rupestre des moines. Les anciens marécages autour de l'abbaye sont transformés en vastes champs. Le changement des environs rend aussi obsolète l'ancienne porterie. Un arceau monumental fait le lien entre la ruine du monastère Saint-Maur à gauche et la partie médiévale à droite. Le monastère Saint-Maur est érigé au XVIIIe siècle. Détruit par un incendie en 1726, il est reconstruit pour être démantelé à la Révolution. Cette cage d'escalier en ruine semble gigantesque. Voici le four à l'origine de l'incendie de 1726, la cheminée était mal construite à l'origine.
Nous retournons dans la partie médiévale que nous préférons. Le cloître a été construit à partir du XIIe siècle au sud de l'église. Il devait renforcer les murs des 4 premières travées de l'église, mais ces travées n'ont jamais été construites. Il est rectangulaire, long de 27 mètres et large de 24 mètres. Au centre se trouve une citerne qui recueillait les eaux de pluie par des tuyaux et des canaux depuis les toits des bâtiments du monastère. Un passage permet de rejoindre l'église abbatiale Notre-Dame de 1140. Elle est vide de tout décor. La nef est en forme de croix latine. Nous terminons ainsi cette visite et reprendrons des randonnées dès demain. L'abbaye est présentée plus en détail sur notre site provenceguide.net, un lien direct se trouve en description. Le 6 mai 2023, avec un ami, nous faisons le tour des Baux-de-Provence pour voir le site emblématique de tous les côtés. Nous sommes garés gratuitement car loin du village au col de Saragan. On commence par inspecter le rocher troué. Le sommet de Baumanière est plus haut que les Baux et pourtant assez près pour bien voir. Mais la vue est encore plus poignante de l'oppidum des Bringasses. Pour tout ennemi des Baux, les Bringasses devaient former un poste avancé. Nous descendons de Baumanière vers l'est pour prendre plus bas un sentier interdit à droite. On arrive ainsi à la carrière Mireille délaissée dans les années 1910. Elle est remarquable pour ses graffitis politiques s'étalant sur plus d'un siècle désormais. Mais on trouve aussi des annonces de chercheurs d'emploi dans les carrières des années 1930. Chieux signifie mineur. Des signes conspirateurs des années 1920 sont aussi présents. Parfois on fait des sauts dans le temps, voici une voiture convoitée des années 1970. Les années récentes sont aussi présentes. Il y a assez de place pour que les nouveaux graffitis ne recouvrent pas les anciens. La série la plus impressionnante sont des portraits commentés de présidents de la République française des années 1930. On replonge ici dans un temps révolu, mais où la politique était discutée avec passion apparemment. Cette mine est une surprise pour nous. L'accès est interdit à cause des éboulements au sud. Sous la mine, nous atterrissons sur la route transformée en grand parking payant. On la remonte pour contourner le rocher par le sud. Le sentier au sud est très près du rocher, on ne voit donc pas grand-chose. Nous passons dans la vallée à l'ouest pour remonter en face sur le Défend. On reste d'abord dans la forêt qui nous ombrage bien. Mais on approche des rochers et on est surpris d'y trouver une courte via ferrata. On monte là où il devait y avoir une porte médiévale, on voit un escalier taillé dans la roche, mais il est tronqué. Le passage vertical est en tout cas facile. Nous arrivons sur une dalle rocheuse dépourvue de végétation en bordure. Cela nous mène directement au point de vue idéal sur les Baux pendant l'après-midi. On retourne par la suite en légère montée vers le point de départ. Le 7 mai 2023, nous retournons une énième fois au lac de la Valduc. Le petit musée explique le milieu naturel exceptionnel. Cette vue est du haut de l'oppidum de Saint-Blaise sur le lac Rose. Admirons le temps que c'est encore possible ainsi. Il doit être couvert de panneaux solaires flottants en 2026. Le 8 mai 2023, nous reprenons une randonnée de 2012, mais cette fois-ci, on contourne la crête de la Salle dans les dentelles de Montmirail entièrement. On commence par la dalle oblique à gauche de la cascade basse sur le Valat de Fenouillet. La dalle est en pente oblique de plus de 40 degrés. Des fers aident d'abord, mais manquent par la suite. Plus au suivre des couloirs non moins pentus, la roche est ici un peu plus cassante. On arrive quand même vite en haut. Le passage le plus difficile était au début, le reste sera plus facile. On marche désormais le long de strates rocheuses assez horizontales de la crête et non loin au-dessous de la falaise verticale. Il fait chaud, mais un petit vent agréable nous rafraîchit. Ce tour est décrit en détail sur notre site provenceguide.net, un lien direct est donné en description.
Des grimpeurs transpirent plus que nous. Le retour côté nord est plus aisé. On va aussi voir la cascade haute sur le Vala de Fenouillet, mais nous n'osons pas nous y lancer sans équipement de canyoning. Il faudra sortir par là. Ici une dernière vue retour vers les gorges et la crête de la Salle. Le 9 mai 2023, nous ne faisons qu'un petit tour au rocher de Rocalino. On a besoin d'un peu de repos après les dentelles de Montmirail hier. Ce grès est le vestige d'une dune sous-marine qui s'est formée durant le Miocène, donc entre 23 et 5 millions d'années. Le rocher de Rocalino est une masse de grès calcaire avec des cavités creusées par des locaux sans doute au XIXe siècle. On a la vue retour vers la crête de la Salle. Le ciel est bien plus couvert qu'hier. Le 10 mai 2023 est dominé par le Mistral. On fait des courses, on va voir des marchés et on monte au château du Barreau. Le château est privé et des rénovations sont en cours, mais le site vaut le détour, aussi pour les whiskies français proposés à l'entrée. Nous ne filmons pas trop les jours qui suivent car on parcourt les marchés de la région pour notre site provenceguide.net. À Martigues, nous avons la chance de voir le pont Levant qui se lève pour laisser passer des voiliers. Des ponts mobiles existent ici depuis le début du XXe siècle, le pont actuel date de 1963. Le pont a des horaires d'ouverture fixes. Toute l'année à 9h05, 14h05 et 19h05. Il y a des horaires supplémentaires du 15 juin au 15 septembre, 6h05, 10h55 et 21h. Nous sommes ici à 14h05. Il se lève en tout cas de manière à laisser toute la largeur du canal pour aussi faire passer des navires plus grands. Cette exploration de marché nous amène aussi à Saint-Chamas sur un autre site industriel, le très spécial viaduc ferroviaire de Saint-Léger. Nous le présentons dans un tour VTT le long du sentier du patrimoine de Saint-Chamas sur notre site provenceguide.net. Notre dernier grand tour de randonnée nous mène sur la barre de Saint-Quigny à partir de Sainte-Anastasie-sur-Issole dans l'arrière-pays varois. La chapelle de Saint-Quigny se trouve sur la commune voisine de Caen-la-Source. Elle est généralement ouverte. Comme d'autres chapelles hautes-perchées, celle-ci est aussi couverte de nombreux ex-voto. La spécialité de cette barre calcaire est la forêt basse côté Ubac et une crête rocheuse en écaille. La vue est bien sûr idéale vers le sud et sur le massif des Morts. Le 22 septembre 2023, nous sommes sur le chemin du retour avec une étape à Crémone dans la plaine du Pô. Nous y étions déjà plusieurs fois, en 1999 et en 2015, cette fois-ci nous montrons la ville à la mer d'André que nous avions pris à Antibes pour la ramener à la maison. Nous montons sur le Torazzo di Cremona, le clocher du dôme de Crémone. La tour est haute de 112 mètres et il y a 502 marches à gravir. Le panorama est de 360 degrés, mais il est malheureusement grillagé. On voit bien que le centre de Crémone n'est pas bien grand.
Tout autour se trouvent les champs de la plaine du Pô. On finit la visite avec un café sur la place de la cathédrale et on reprend la route vers le Tyrol. On prend la route directe, il continue à faire beau, mais ce ne sera pas sans les classiques bouchons à quelques heures de la maison. Cette vidéo passe sous silence beaucoup de randonnées et de sites où nous n'avons pas filmé. Nous tâcherons de filmer plus en continu dans le futur. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.